Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, j'espère que vous êtes bien connectés comme il faut, pas de soucis. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'aléas pour le direct. Donc, je me présente, je suis Nathalie Lepage, infirmière à la médecine du travail depuis 2012. Donc, je suis accompagnée aujourd'hui par Laurence Martin, notre juriste, et Frédéric Long, médecin en médecine du travail, qui va tout au long de ce webinaire répondre à vos chats. Donc, je vais vous présenter Présence, l'association Présence. Je ferai un petit focus sur Présence Bretagne. Ensuite, nous irons dans le vif du sujet dans les addictions en milieu de travail. Donc, je vous présenterai le sommaire. À la suite de ça, il y aura un temps d'échange où le docteur Long ou Laurence Martin pourront répondre à vos questions. Mais n'hésitez pas tout au long du webinaire à envoyer des chats, comme ça nous, on va répertorier toutes vos questions et comme ça on pourra répondre après. Alors, l'association Présence, c'est une association qui est à but non lucratif, qui représente tous les services de santé inter-entreprises. Ça représente 240 services de santé au travail. Si on fait un petit focus sur Présence Bretagne, Présence Bretagne regroupe 9 services de santé au travail inter-entreprises. Donc, vous avez le service Iroise, Morlaisienne, Cornouailles, l'AIST 22, l'AIST 35, le BTP 35, l'AMIM, le STSM de Saint-Malo et le STPF de Fougères. Alors, Présence Bretagne prend en charge 735 500 salariés qui travaillent dans 71 200 entreprises adhérentes, et tous ces salariés sont suivis par 848 professionnels. Là-dedans, dans les 848, vous avez des médecins, donc 218 médecins, 104 infirmiers, 138 préventeurs spécialisés et 274 secrétaires médicales. Bonjour à ceux qui viennent de se connecter. Voilà. Donc là, nous allons rentrer dans le vif du sujet, donc les addictions en milieu de travail. Alors, ce pourquoi vous êtes peut-être là aujourd'hui, c'est parce que vous avez été confrontés à ce problème. Donc, il faut savoir effectivement que les consommations occasionnelles ou répétées de substances psychoactives, donc ce qu'on appelle les SPA, que l'on trouve le plus souvent en entreprise, c'est l'alcool, drogue, médicaments, peuvent mettre en danger la santé et la sécurité des salariés et entraîner des accidents de travail. Donc, je pense que ça peut être une des raisons pour lesquelles vous vous êtes connectés à notre webinaire aujourd'hui. Alors, notre sommaire, donc on va avoir déjà une définition de l'addiction, les addictions et le travail, les effets sur l'organisme. Alors, pour les témoignages, malheureusement, notre petite vidéo ne fonctionnait pas en webinaire, donc je vous ferai part de mon expérience lors de mes entretiens infirmiers. Il y aura une présentation de la prévention, la réglementation. Je laisserai la parole à Laurence Martin. On refera un point sur le rôle du service de santé au travail, quelques infos pratiques et on terminera par un petit quiz vrai-faux avant de démarrer l'échange avec le docteur Long et puis Laurence. Alors, je vais vous laisser quelques secondes. Pour vous, qu'est-ce qu'une addiction? Donc là, vous pouvez envoyer vos réponses. Donc, c'est le docteur Long qui va recevoir votre chat. Et on pourra refaire un point à la fin du webinaire. Alors, je ne vous laisse pas tout seul. Alors, déjà, avant, l'OMS disait c'est 3 verres d'alcool pour les hommes, 2 verres d'alcool pour les femmes. L'OMS a revu un petit peu sa copie à la baisse. Maintenant, on parle au maximum de 2 verres par jour, que ce soit pour les hommes et pour les femmes, et pas plus de 10 verres par semaine. Je reviendrai sur ce qu'on appelle les verres. Ce n'est pas les verres que l'on se sert à la maison, c'est les doses barres.
J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'une addiction? Voilà la réponse. L'addiction correspond au désir puissant et permanent de poursuivre une consommation. L'addiction, c'est la consommation excessive d'une substance, même si vous savez qu'elle est néfaste pour votre santé, pour votre travail, que ça va avoir des conséquences sur votre vie familiale, sociale, voilà. Alors, je vais vous passer une petite vidéo sur l'addiction, la dépendance. Donc, je vous demande de bien faire attention aux personnages et aux couleurs de la vidéo. Alors, si tout va bien, j'espère ne pas vous perdre en cours de route. Voilà. Donc, notre petit personnage s'appelle Nuggets. Donc là, vous avez le personnage. Le fond est blanc. Notre personnage marche correctement. Et il se trouve devant une substance. Tiens, il ne connaît pas, il passe devant ce truc. Bon, ok. À une autre occasion, il voit la même substance, il s'arrête. Qu'est-ce que c'est? On la regarde, on la teste. Et pourquoi pas, on la goûte. Et là, vous avez un effet qui est pas si mal que ça, qui est même très bien, qui le fait planer, il est bien. Une fois que les effets du produit sont partis, ma foi, il reprend sa vie normalement, il n'y a pas de souci. Tiens, il retrouve le produit, il se rappelle qu'il a passé un bon moment une fois qu'il l'a utilisé, donc on en reprend. Donc, il attend le même effet de bien-être. Mais là, la chute est un petit peu plus dure. Donc là, physiquement, notre nugget n'a pas changé. Mais on se rend compte qu'il est à l'affût du produit. Là, il voit, il ne marche plus, il court pour absorber le produit. Et il l'absorbe de plus en plus rapidement. Il souhaite retrouver le bien-être qu'il avait au tout début, sauf que la chute est de pire en pire. Et vous voyez, physiquement, Nuggets a changé. Il devient un petit peu gris et il est marqué physiquement. Là, il court. On absorbe le produit. L'effet de bien-être dure de moins en moins longtemps et la chute est de plus en plus compliquée. Physiquement, on voit la déchéance. Bon, là, on voit qu'il absorbe le produit, mais bon, c'est voilà, du systématique un peu. Voilà. Donc là, la chute est de pire en pire. La déchéance physique se voit de plus en plus. Vous voyez que là, au niveau des couleurs, notre nugget, il est gris. La vie autour de lui est grise aussi. Mais on continue. Et pour autant, les effets de bien-être qu'il ressentait au tout début ne sont plus du tout là. Donc la déchéance physique est là. Il a de plus en plus de mal à se déplacer, mais voilà, il est complètement addict au produit. Même s'il se rend compte que physiquement, il n'est plus le même, il est quand même accroché à son produit. Voilà, là, il se regarde, il voit la déchéance. C'est de plus en plus difficile de se mouvoir. Donc, on peut imaginer que c'est aussi très compliqué dans sa vie extérieure. On voit que l'entourage, là, tout est noir autour de lui.
La substance est là. Et là, j'y vais pas, j'y vais quand même si je sais très bien que ça va rien me faire de bon. Alors, n'hésitez pas à chatter si, pour nous dire ce que cette vidéo, ce que ça vous fait ressentir. Alors, je voulais vous faire un petit focus sur alors ce qu'on appelle, enfin certains appellent ça le triangle infernal. Effectivement, ça peut très vite devenir le triangle infernal. En fait, c'est un triangle, c'est le triangle multifactoriel qui permet d'intégrer différents courants d'influence qui déterminent en fait notre manière de voir les choses. Donc, vous avez l'addiction au milieu, l'individu, le produit, l'environnement, que ce soit l'environnement familial, social ou professionnel. Alors, vous avez des individus avec leur histoire de vie qui peuvent très bien ne pas avoir trouver du bien-être dans l'environnement familial, social ou professionnel et qui peuvent essayer de trouver un produit pour justement trouver du bonheur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mécanisme de l'addiction repose sur un besoin en dopamine. Donc, la dopamine, c'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Chez certaines personnes, en fait, pour des raisons soit familiales, sociales, génétiques, et j'insiste bien sur le mot génétique, parce que quand on parle d'alcoolisme, voilà, il ne faut pas oublier que c'est une maladie. Donc, chez certaines personnes, les doses de dopamine ne suffisent pas. Donc, du coup, les personnes essayent par des stimulations artificielles de se trouver du bonheur. Donc, certains, ça va être la nicotine dans le tabac, l'éthanol pour l'alcool ou la THC dans le cannabis. Et donc, on parle de circuit de récompense. En fonction de votre produit, en fonction du produit que vous allez utiliser, évidemment, l'impact ne sera pas le même sur votre vie de famille, sociale ou professionnelle. Alors, pour l'anecdote, je suis accro au Coca-Cola, ça ne va pas avoir d'influence sur mon travail, ni sur ma vie familiale. Maintenant, c'est complètement différent si vous prenez des médicaments, de l'alcool, de la drogue. Voilà. Ce petit schéma-là, donc, je vous rappelle, le triangle multifactoriel est très important et on le reverra tout à l'heure. Alors, les substances psychoactives les plus utilisées en milieu de travail sont l'alcool, le cannabis et les médicaments psychotropes. Alors, voilà mes doses barres. Alors, souvent, en entretien, les gens me disent « Non, moi, je ne bois pas d'alcool, je bois 2-3 bières le soir. » Bah oui, mais la bière, c'est de l'alcool. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les doses barres, vous avez ici de la bière, du vin, whisky, coca, pastis, whisky, planteur, cidre brut. Et on voit bien que le volume d'alcool n'est pas le même. Pour la bière, par exemple, vous avez 25 centilitres à 5 degrés. Et un whisky, on vous mettra que 3 centilitres à 40 degrés. Mais par rapport à ces doses barres qui sont, voilà, c'est bien dosé, c'est normé, vous avez la même dose d'alcool dans tous ces verres parce que le volume n'est pas le même. Donc, quand on vous parle de 2 verres d'alcool par jour, pas tous les jours et pas plus de 10 verres par semaine, on parle toujours de dose barre. Donc, il faut bien faire la différence parce que souvent à la maison, on n'a pas forcément les bons verres et du coup, on met plus dans le verre. Voilà. Alors, les addictions et le travail. Les addictions constituent un problème majeur en santé publique. Il peut y avoir un danger pour le travailleur, les collègues et des tierces personnes. Je ne sais pas quelles sont les entreprises qui sont connectées, mais bon, quelquefois, on peut avoir des coactivités sur des chantiers et du coup, votre salarié peut très bien engendrer un accident pour quelqu'un d'une autre entreprise. Alors, les effets sur l'organisme.
Les troubles psychiques, la modification du jugement, les difficultés de réflexion, difficultés dans l'accomplissement des tâches, perturbation de la perception visuelle. Donc, je vous ai fait un petit schéma ici. Voilà, parce que je trouve voilà, qu'au niveau visuel, c'est plus sympa. Et n'oubliez pas qu'au niveau sexuel, il peut y avoir aussi des problèmes de libido avec la consommation excessive d'alcool, de tabac et de drogue. Les conséquences de la consommation. Alors, ce qui est important à retenir, c'est, bon, déjà, si vous avez un taux d'alcoolémie au-dessus de 1,2 g, les risques d'accident sont multipliés par 35. Avec du cannabis, c'est multiplié par 1,8 et l'association alcool-cannabis multiplié par 14. Je voudrais attirer votre attention sur tout ce qui peut être pots, voilà, les pots de départ en entreprise. Il faut savoir que les accidents de trajet après les pots en entreprise, alors je pense que Laurence y reviendra, on n'a pas le droit à l'alcool dans les entreprises, il y en a certains qui sont autorisés. Mais il faut savoir quand même qu'il y a 10 à 20% des accidents de travail liés à l'alcool et ce n'est pas nécessairement chez des personnes dépendantes. C'est juste, voilà, ce soir-là, il y avait un pot au travail, on a pris un peu trop et voilà, accident de trajet. La prévention. Alors, la prévention, donc je pense qu'en tant que chef d'entreprise, vous abordez l'alcool, le tabac, le cannabis. Il y a un autre point que vous pouvez aussi aborder, ce sont la prise des médicaments. Alors, bien sûr, vous n'allez pas demander ce que prennent vos salariés en médicaments, mais vous pouvez juste afficher, parce qu'il faut que les gens soient acteurs aussi de leur santé, vous pouvez juste afficher les pictogrammes des produits, enfin les pictogrammes qu'on peut trouver sur certains produits. En entretien, là, en ce moment, bon, on va arriver en hiver, là, donc il y a des petites trachéites, des choses comme ça. Les gens s'automédiquent et je leur précise bien qu'il faut toujours bien regarder le pictogramme qu'il y a sur les emballages des flacons, bien lire la notice. Donc, c'est souvent le petit triangle avec la petite voiture où vous avez les niveaux 1, 2, 3. Donc, il faut être bien vigilant à tout ça, surtout si c'est des gens qui travaillent sur des machines, qui travaillent en hauteur, qui ont de la route à faire. Voilà. Alors, donc, sensibiliser vos salariés, je pense que vous avez bien compris. Ce que je voulais également vous dire, c'est que après la sensibilisation de vos salariés, vous pouvez également leur dire qu'à tout moment, le salarié peut solliciter le médecin de la médecine du travail pour discuter de son addiction. Alors, évidemment, les addictions, on va pouvoir les prendre en charge plus correctement quand le salarié n'est pas dans le déni. Sinon, c'est un petit peu plus compliqué. Vous avez également la possibilité de solliciter. Alors, vous, en tant qu'employeur, si vous avez un doute sur un salarié, ce que je vous conseille, c'est de faire un courrier au médecin de la médecine du travail en expliquant pourquoi vous souhaitez une visite pour le salarié qui, voilà, peut-être poserait problème. Ce qu'il faut faire, enfin les médecins avec qui je travaille en tout cas préfèrent, ce qu'il faut faire, c'est bien préciser à votre salarié le pourquoi il est convoqué chez le médecin de la médecine du travail. Alors, ce qui nous est proposé sur un plateau, c'est quand l'employeur et le salarié se sont déjà parlé, que tout a été posé carte sur table, que le salarié n'est pas dans le déni. Donc là, c'est beaucoup plus facile de prendre en charge un salarié. Dans une entreprise, il m'est arrivé, le médecin m'avait demandé de servir un petit peu de médiateur. Donc, j'avais vu l'employeur, le salarié. Le salarié connaissait tout à fait sa dépendance à l'alcool. Donc, du coup, on a discuté, on a mis des choses en place. Et ce qu'il en est sorti, c'est qu'il serait revu tous les mois par le médecin de la médecine du travail qui ferait faire une prise de sang pour vérifier s'il était bien abstinent. Et ça a été bénéfique. Voilà. Alors, la prévention des pratiques addictives. Alors, ce que vous pouvez faire également,
c'est faire de la prévention collective. Donc, je ne sais pas si les gens qui sont connectés ont déjà fait appel à nous. En tout cas, vous pouvez, si vous voulez une prévention collective sur n'importe quel sujet que ce soit d'ailleurs, vous téléphonez à la médecine du travail, vous demandez à parler à votre médecin qui suit votre entreprise et vous demandez à avoir une intervention. Donc, bah, à Guingamp, c'est souvent moi qui intervient, soit seul, soit avec le médecin du travail. Alors, prévention collective, voilà, ça fait partie d'une des éléments de prévention. Vous avez également les règlements intérieurs, mais ça, Laurence y reviendra. Et vous avez aussi dans le règlement intérieur les moyens de contrôle dont dispose l'employeur. Mais ça, je laisse donc la parole à Laurence Martin qui va vous parler de la réglementation. Alors, pour la réglementation, alors en effet, ce qui est important de se rappeler, c'est que d'une manière générale, donc, les addictions en entreprise, donc comme l'a noté Nathalie dès le départ, c'est que c'est une problématique plutôt à la base, en tout cas, de santé publique. Sauf que très clairement, vous avez donc en entreprise aussi des facteurs de risque aggravants qui peuvent faire que cette problématique devient un réel risque professionnel à part entière dans votre entreprise. Nathalie a cité entre autres donc les pots d'entreprise. C'est une exposition à un risque. Vous allez avoir également donc, pour les commerciaux qui vont sur la route, qui reçoivent des clients, pour lesquels il y a des habitudes au restaurant, etc. On a effectivement donc, voilà, en tout cas plusieurs environnements professionnels qui font que vous devez, vous, en tant qu'employeur, prendre le sujet à bras-le-corps pour respecter, entre autres, vos différentes responsabilités. Pourquoi? Parce que donc, les enjeux sont importants. C'est ce qui est noté dans cette diapo. Les enjeux de la prévention en entreprise sont multiples, ils sont assez nombreux. Le premier qui nous vient, alors d'un point de vue juridique, c'est tout ce qui est responsabilité civile et pénale. Au-delà de la stricte infraction à la réglementation, notamment sur l'interdiction de laisser une personne donc, en état d'ivresse dans l'entreprise, ou encore de laisser justement donc, rentrer donc, de l'alcool, vous allez avoir beaucoup plus généralement le risque d'un manquement à votre obligation de sécurité qui, elle, vous impose d'une manière générale de prendre des mesures. Vous allez avoir des mesures donc, à prendre en termes d'action de prévention, de l'information, de la formation. Donc, quand on parlait de mesures collectives, l'information et la sensibilisation collective est vraiment, donc, je pense, très importante. Je pense que les professionnels de santé ne peuvent qu'acquiescer cette nécessité. Et également de mettre en place justement une organisation et des moyens adaptés. C'est aussi anticiper justement sur comment réagir lorsque j'ai une personne qui est en état d'ivresse, ou en tout cas en état apparent d'ivresse, parce que ce n'est pas forcément du coup voilà, la consommation d'alcool qui en sera l'origine. Ce qui est important aussi de noter par rapport à cette obligation de sécurité, donc ce n'est pas une obligation de sécurité de résultat, mais de moyens renforcés. Ce qui veut dire que plus vous allez avoir une démarche maximaliste vis-à-vis de l'ensemble des risques professionnels et donc du coup de l'addiction en entreprise, si elle a été identifiée en tant que telle, c'est que dès lors que vous allez avoir une démarche maximaliste, ça va limiter les risques de contentieux justement, qui seront afférents. Au-delà de cet aspect civil et pénal, vous allez avoir bien évidemment donc ici les enjeux humains. Alors, quelques données donc, statistiques, alors c'est très compliqué, hein, donc c'est bien pour ça que ce sont des données qui nous ont été transmises, qui pour autant ne sont pas forcément sûres à 100%, dans le sens où c'est très difficile d'identifier la cause première ou majoritaire, on va dire, d'un accident. Mais d'un point de vue statistique, 10 à 20% des accidents de travail sont directement dus à l'alcool, alors même que pour la plupart d'entre eux, ce ne sont pas des personnes dépendantes. Donc, il y a là aussi le degré, et c'est effectivement ce que le court-métrage nous montrait, hein, le petit nugget. C'est-à-dire qu'au départ, en fait, il n'y a pas forcément donc, ici de dépendance. Il a consommé une fois, mais la dépendance, elle se crée du coup, alors plus ou moins rapidement. Hein. Là, je laisserai les professionnels de santé l'évoquer. Mais en tout cas, voilà, des fois, ce n'est pas forcément du coup voilà, des personnes dépendantes.
20 à 30% des accidents de travail sont liés aux substances aussi psychoactives, donc l'alcool, les stupéfiants, mais il y a également donc, tout ce qui est médicaments. Et 30% des accidents mortels du travail sont dus à une consommation de substances psychoactives. Au-delà de ces pourcentages qui peuvent paraître un peu énormes, d'une manière beaucoup plus immédiate et humaine, euh, tout ce qui, la prévention est d'autant plus utile que toutes ces addictions vont entraîner d'autres facteurs comme la démotivation. On va avoir des salariés qui vont commencer à s'isoler, la dégradation du coup des relations sociales forcément en parallèle. Il va y avoir, si on parle en termes de productivité et économique, vous allez avoir aussi une baisse de la qualité du travail, une baisse donc, du coup, de la productivité. L'absentéisme peut devenir plus conséquent, les fautes professionnelles peuvent être aussi plus conséquentes. Donc voilà, ce sont des coûts indirects, mais également directs parce que en cas d'accident de travail, forcément, ça peut avoir un impact suivant la taille de votre entreprise plus ou moins important sur votre tarification AT-MP, donc accident de travail, maladie professionnelle. Donc tout ça pour vous dire ici, cette diapo, c'est que tous ces enjeux, donc qu'ils soient humains, juridiques, financiers, donc ne sont vraiment pas négligeables. Il faut vraiment du coup prendre à bras le corps ce sujet, et ça nécessite justement une démarche de prévention qui va associer aussi bien des mesures collectives qu'une gestion de situations individuelles. Alors, pour la suite, alors, les outils du coup qui sont à la disposition donc, de l'employeur sont donc bien évidemment, et je crois que dans le chat, j'ai cru voir effectivement que Dr Long vient de le dire, donc ce qui est vraiment très important, c'est l'identification dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Bien évidemment, ce document donc, reste donc, ici primordial pour la prévention de l'ensemble des risques professionnels dont fait partie les addictions. Juste pour mémoire, il doit être mis à jour en plus donc ici tous les ans. En tout cas, il va vous permettre de formaliser une réflexion, de prendre du recul, parce qu'il n'y a rien de pire que d'agir dans l'urgence, être démuni, de ne pas avoir mis en place en fait, de process en interne. Généralement, ça n'arrive qu'une fois et après, on prend vraiment le sujet à bras-le-corps. Mais en tout cas, cette prise de recul va permettre de définir vraiment des actions et des mesures correctrices justement à apporter pour limiter les risques ou savoir comment réagir donc, face à une situation donnée. Donc voilà, ces risques doivent être consignés dans ce document unique. Alors juste, par contre aussi, et suivant le type d'activité que vous avez, il y a une vigilance accrue à l'égard notamment des apprentis et des mineurs. C'est vraiment une population à risque et en plus pour lesquels les enjeux juridiques sont encore plus importants. Par exemple, pour les apprentis, voilà, ça peut être une des causes, donc ici, de décision de l'inspection du travail, de suspendre le contrat d'apprentissage, par exemple. Donc voilà, ça, c'est, je pense qu'il peut même avoir un focus sur cette population. Alors, donc, du coup, et bien sûr, donc, des intérimaires, ça, effectivement, les intérimaires, ça reste également une population en plus plus volatile, donc beaucoup plus difficile à cadrer. Alors, on retrouve le règlement intérieur également en termes d'outils. Donc, c'est ce que Nathalie a évoqué donc, tout à l'heure. Alors, ce règlement intérieur, alors juste pour mémoire, depuis le 1er janvier 2020, il est désormais obligatoire, donc ici pour toute entreprise ou établissement qui emploie habituellement au moins 50 salariés. Jusqu'au 31 décembre 2019, c'était moins de 20, au moins 20 salariés. Alors, bien évidemment, je ne peux que vous inciter, même s'il est facultatif en dessous de 50 salariés, à rédiger, donc ici, le règlement intérieur. Donc, non seulement le rédiger, mais bien respecter l'ensemble du process de mise en place, et notamment donc, l'affichage pour la communication donc, aux salariés pour qu'ils en prennent donc, connaissance. D'une manière générale, ce règlement intérieur va fixer, entre autres, les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement. Et donc, du coup, en termes d'addiction, si on se réfère donc, à l'alcool ou encore donc, ici aux stupéfiants, effectivement, donc, il a tout son intérêt. Alors, son intérêt, donc si on passe à la diapo suivante, alors pourquoi? Parce qu'il va pouvoir notamment donc, rappeler la réglementation. Alors, je ne vais pas être exhaustive sur la réglementation, parce qu'autrement, je pourrais vous occuper un certain temps et beaucoup plus qu'une heure. D'une manière générale, donc ici, sur cette réglementation, en premier lieu, bien évidemment, ça va être l'interdiction de boissons alcoolisées. Alors,
comme l'a identifié Nathalie, autres que le vin, la bière, le cidre et le poiré. Bon, le poiré, je crois qu'on ne le trouve pas beaucoup, mais en tout cas pour les autres, ça se retrouve. Effectivement, il y a toujours cette exception donc, à l'égard de ces 4 alcools, donc vin, bière, cidre et poiré. Alors, tout en sachant que, bien évidemment, vous avez la possibilité et même la nécessité de les interdire complètement pour ce qui est des postes à risque qui doivent être également définis dans votre règlement intérieur. Donc, d'une manière générale, ce sont les postes sur lesquels une défaillance humaine ou un défaut, donc ici, de vigilance peut entraîner vraiment des conséquences graves sur sa santé ou sur la santé des autres, des tiers. Donc effectivement, donc voilà, ça vous allez pouvoir donc le rappeler. À noter également que suivant votre activité, suivant les risques spécifiques à votre entreprise, vous pouvez interdire la consommation de toute boisson alcoolisée. Ça a été introduit donc par un décret du 4 juillet 2014 qui a été enfin intégré par le Conseil d'État, parce qu'on avait une inspection du travail ou une administration qui était plutôt réfractaire à cette interdiction totale. En tout cas, depuis une décision de juillet 2019, donc c'est quand même assez récent, on a un Conseil d'État qui admet désormais qu'une entreprise peut interdire complètement donc, la consommation de toute boisson alcoolisée indépendamment du poste occupé par le salarié, qu'il occupe un poste du coup de sécurité ou non. Après, il faut bien le justifier par rapport justement au risque. Alors, typiquement un risque chimique, un risque de coupure, de circulation ou autre. Et ce qui est intéressant et en lien avec ce qu'on a vu préalablement, les juges, pour pouvoir dire que l'employeur avait raison du coup d'interdire la consommation de toute boisson alcoolisée, prennent en compte justement le fait que ce soit identifié dans le document unique d'évaluation du risque. Donc, vous voyez, on revient encore sur la nécessité et l'importance d'identifier ces risques dans le document unique d'évaluation des risques. Alors, d'autant plus que si vous voulez pouvoir prévoir des modalités de contrôle, de dépistage, qu'il s'agisse d'alcool ou de drogue, alors là, du coup, pour les postes, donc ici, pour les salariés affectés, donc ici à des postes de sécurité, là, il faut également que ce soit donc prévu par le règlement intérieur. Si rien n'est prévu dans le règlement intérieur, vous ne pourrez rien contrôler, rien tester. Et même si vous le faites, vous ne pourrez pas vous appuyer donc ici sur le résultat pour, par exemple, motiver une sanction disciplinaire si tel est votre choix au niveau donc de voilà, de votre pouvoir de direction. Donc, il faut vraiment, donc ici, pour pouvoir mettre cela en place, ça doit être accompagné quand même d'une démarche pédagogique parce que ça peut être très mal pris, surtout s'il y a une sorte de tolérance avant et qu'après, effectivement, vous décidez donc de sanctionner. Mais tout ça doit être cadré dans le règlement intérieur qui doit aussi rappeler justement des modalités précises qui permettent aussi aux salariés donc justement de contester les résultats, donc notamment par un deuxième examen à la charge de l'employeur, qui doit aussi être informé justement aussi de l'ensemble de ses droits, tels qu'être informé de son droit de refus, des conséquences du refus, du droit d'être assisté. Donc voilà, il y a plusieurs choses, des rédactions. Il faut vraiment attacher une importance particulière à la rédaction du règlement intérieur pour pouvoir justement vous en prévaloir par la suite. Pour ce qui est des stupéfiants, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'il n'y a rien de spécifique dans le Code du travail, mais parce que, en fait, il est interdit d'une manière générale, que ce soit au niveau du Code pénal, du Code de la route, du Code de la santé publique, de détenir, de consommer effectivement donc, des stupéfiants. Et pareil, donc ici, pour les tests salivaires, c'est exactement de la même façon que pour le dépistage, le contrôle de l'alcoolémie. Il faut vraiment que l'ensemble des modalités et garanties soient cadrées dans le règlement intérieur. Je me permets également de revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure par Nathalie sur la sollicitation du médecin du travail. Donc effectivement, comme l'a relevé Nathalie, donc les médecins, vous avez la possibilité, vous, en tant qu'employeur, de solliciter une visite à la demande, donc en la motivant. Et par rapport à cette motivation, ce qui est important, c'est d'avoir des éléments objectifs. Je pense que ça, Dr Long ne pourra que le confirmer et vous le repréciser par la suite. Mais il faut absolument que ce soit le pourquoi
fois vous êtes alerté, parce que ça peut être lié finalement à un traitement médicamenteux à côté. C'est vraiment très, très important avec, par exemple, des fiches. Il y a beaucoup donc ici de fiches qui sont accessibles. Je vous invite aussi à vous rapprocher de votre service de santé au travail parce qu'il y a plusieurs services qui sont représentés au niveau donc, de la Bretagne. Mais rapprochez-vous, la plupart d'entre nous mettons à disposition des fiches de constat. Et ces fiches de constat vont pouvoir justement permettre d'appuyer une visite à la demande auprès du médecin et d'engager le dialogue. Engager le dialogue avec le salarié et avec donc ici le médecin. Pareil pour les examens. Donc, Nathalie précisait par rapport aux examens, bien évidemment, vous n'aurez pas du tout le retour des résultats. C'est bien couvert par le secret médical. Donc, ne vous attendez pas effectivement à avoir un retour sur, voilà, en fait, est-ce que du coup, il avait consommé ou pas. Bien évidemment, c'est couvert et après, c'est protégé par le secret médical. On sera du coup dès lors dans une prise en charge médicale, en tout cas d'un accompagnement par les professionnels de santé, et on ne sera pas du tout sur l'aspect disciplinaire qui ne relève que de votre compétence, vous, en tant qu'employeur. Voilà déjà ce que je pouvais vous dire de manière assez générale, compte tenu du temps assez réduit de présentation. Je te laisse la parole, Nathalie. Oui, merci. Alors, le rôle du service de santé au travail. Donc, bon, on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, le service de santé au travail conseille l'employeur, les salariés, prévient la consommation et il faut bien savoir que le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Ce que vous pouvez faire en info pratique, voilà, c'est aussi dans votre prévention, c'est mettre dans vos vestiaires ou sur un tableau d'affichage tous les numéros de téléphone qu'on peut avoir. Le CMP, la cellule médico-psychologique donc, que l'on trouve auprès de tous les hôpitaux, le numéro d'écoute alcool, alcool infoservice, drogue infoservice, écoute cannabis, tabac infoservice. Vous pouvez rajouter là-dessus également le numéro de téléphone du service de santé auquel vous êtes rattaché. Alors, un petit quiz, vrai-faux sur l'addiction. Donc, on va voir si j'ai été suffisamment claire, si vous avez tout compris. Donc, première petite question. Donc, vous pouvez envoyer vos réponses au docteur Long, qui est toujours connecté, qui va répondre ou qui répondra tout à l'heure. Alors, l'addiction, c'est la consommation de substances. Donc, je vous laisse répondre. Ça répond là non. Bon, alors, il n'y a personne qui répond? N'hésitez pas. Je n'ai pas été assez claire. Bon, allez, je vous donne la réponse. Il n'y a pas de réponse générale. Après, c'est ça qui est intéressant dans vos réponses. N'hésitez pas. Alors, l'addiction se définit comme l'impossibilité de renoncer à un comportement dont on connaît les dangers potentiels. Hein, c'est ce que je vous disais, tout à l'heure. On sait que le produit va être néfaste pour nous, mais pour autant, voilà, on continue à le consommer. Deuxième question. Nous ne sommes pas tous égaux devant le risque d'addiction. Alors là, on va encore se référer à notre triangle infernal, notre triangle multifactoriel. Donc, en fait, physiologiquement, le mécanisme de l'addiction repose sur le besoin de dopamine. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'hormone du bonheur. Si vous ne trouvez pas de réconfort au niveau de la famille, du travail, tout ça, vous pouvez partir dans la consommation d'un produit pour essayer justement de trouver du bonheur. Donc, chez certaines personnes, pour toutes ces raisons, voilà, on essaye de trouver artificiellement cette hormone du bonheur et ça, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, moi c'est le coca, bon, j'ai pas trop de risques, mais pour certains, ça va être la nicotine, le THC, l'éthanol, pour rechercher voilà, ce circuit de récompense qu'ils n'ont pas. Entre les plaisirs et l'addiction, il n'y a qu'un pas. Alors, vrai, c'est un grand pas, mais il y a un pas. On considère que la frontière est franchie quand le plaisir entraîne une vraie dépendance et menace à plus ou moins long terme l'hygiène de vie, la santé,
la vie de famille, sociale et professionnelle. Donc là encore, c'est toujours notre triangle multifactoriel. L'addiction est sournoise, on ne la voit pas venir. Vrai. C'est pourquoi l'entourage a un rôle essentiel à jouer. Donc là, toujours la même référence à mon fameux triangle multifactoriel. Et en fait, prendre conscience des risques de sa conduite est important. C'est le premier pas vers la guérison. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. À partir du moment où un salarié est conscient de son addiction, ça va être beaucoup plus simple de lui venir en aide. L'addiction, on n'en guérit jamais. Alors, faux. Les généralistes, médecins du travail ou unités médicales spécialisées dans l'addiction proposent un accompagnement psychologique assorti ou non d'un traitement médical. Donc, le meilleur moyen de déjouer les pièges de l'addiction, c'est de retrouver le chemin de la liberté. C'est d'attraper les mains qui vous sont tendues. Quelquefois, on peut s'en sortir tout seul et puis d'autres fois, c'est beaucoup plus compliqué. On a besoin d'aide psychologique et de béquilles médicamenteuses quelquefois. Il ne faut pas les négliger, on n'est pas tous égaux. Voilà, notre diaporama se termine. J'espère qu'il vous aura donné quelques réponses à vos questions. Donc, je vais laisser la parole au docteur Long qui va répondre à tous vos chats, toutes vos questions. Voilà. Bonne journée à vous et merci de votre attention. Merci. Bonjour à tous. Déjà, je voudrais juste faire un petit point technique. Est-ce que deux personnes pourraient simplement signaler par le biais du chat s'il n'y a pas d'écho en fait dans ce que vous entendez? Sinon, je vais changer de poste. C'est juste parce qu'on enregistre la vidéoconférence. OK, pas d'écho. Donc, on va continuer comme ça. Donc, j'ai reçu quelques questions. Quelqu'un m'a dit l'addiction, c'est la dépendance. Donc, c'est vrai, en fait. Néanmoins, il faut bien savoir distinguer la consommation en tant qu'usager simple, c'est-à-dire malheureusement, par exemple, un de vos salariés qui n'a pas l'habitude de consommer et puis qui, un soir ou lors d'un pot, par exemple, sur le lieu de travail, enfin, on ne va pas répéter cet exemple sans arrêt, mais ça peut arriver, dépasse un peu la dose. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de dépendant. Donc, on ne peut pas vraiment rentrer ce salarié, enfin cette personne, dans quelqu'un qui étant dépendant. Qu'est-ce que vous m'avez… Laurence Martin a très bien répondu à la question sur est-ce qu'on doit intégrer cette notion dans le document unique. Effectivement, moi, je vous recommande fortement de l'intégrer et même effectivement de préciser les postes qui vont être concernés. On n'est pas concerné de la même façon, par exemple, si on conduit des engins autoportés ou si on est tout seul dans son bureau, les répercussions ne sont pas les mêmes, en fait. Dès l'instant que ce soit bien consigné dans le règlement intérieur, ça c'est important aussi. Après, c'est pas facile de balayer le champ de l'addiction en 1h30. Le champ de l'indépendance en 1h30. Ça touche à beaucoup de notions, qu'elles soient médicales, juridiques, psychologiques, j'en passe. Mais du coup, on a fait notre diaporama volontairement court de manière à privilégier les échanges. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser maintenant. Sinon, moi, je peux encore parler, il n'y a pas de souci. Il y a peut-être des sujets sur lesquels vous souhaitez revenir. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends. Oui, alors moi, c'est suite à un échange que j'ai eu du coup avec Madame Martin. Oui. J'ai été confrontée 2 fois dans des entreprises différentes à une addiction liée à l'alcool, mais c'était des personnes qui étaient dans le déni.
Donc, bon, plus récemment, on a eu un échange clair et transparent avec cette personne-là. Et après de multiples échanges, elle a effectivement reconnu cette addiction. Et donc, je l'ai renvoyée vers vos services. Il s'avère que du coup, après plusieurs rendez-vous, ça s'est arrêté là. Puisque du coup, il n'y avait pas de nécessité pour le médecin de continuer à le suivre. Sous-entendu, ça s'était résolu. Il s'avère que ça dure depuis quelques années. On constate, nous, au quotidien, que ça n'est pas résolu. Et donc là, on a essayé tout ce qu'on pouvait en termes d'accompagnement, de pédagogie, mais on en arrive à un stade où, de toute façon, d'un point de vue professionnel, il n'est plus au rendez-vous. Donc, quelles sont les solutions aujourd'hui, à moins, hormis celles, je dirais, disciplinaires, puisqu'on en arrive à ce stade-là, quoi. Alors, je pense qu'il y a un aspect médical et il y a un aspect réglementaire. Donc, moi, je ne vais pas traiter l'aspect réglementaire. Je vais laisser ça gentiment à Laurence. Au niveau médical, en fait, je me permets de vous poser cette question. Votre salarié, est-ce que si vous avez eu des échanges avec lui, il a été suivi que par le médecin du travail ou est-ce qu'il a été éventuellement renvoyé vers quelqu'un d'autre? On n'entend plus très bien, excusez-moi. Nathalie, je pense, ouais, comme vous êtes sur la même… Je change de poste. J'ai entendu. Hein, oui. Ah, voilà, bon, c'était juste un… non, on l'a renvoyé. Non, il n'a pas souhaité être accompagné en dehors de la médecine du travail. Alors, c'est un cas malheureusement qui est fréquent et qui n'est pas simple. Enfin, il faut savoir que le médecin du travail n'a pas forcément vocation à suivre un salarié régulièrement, hein, même si parfois ça se fait, mais ce n'est pas le rôle du médecin du travail. Par contre, il a un devoir effectivement d'orienter le salarié vers un confrère spécialisé en addictologie ou une structure qui puisse le prendre en charge. Après, ce que vous rapportez, moi, ça me fait quand même un peu penser au fait qu'il n'est pas complètement conscient de sa problématique. Oui, tout à fait. Et là, je pense qu'il faut vraiment ouvrir le dialogue, enfin laisser le dialogue ouvert. En fait, il y a une chose qu'on n'a pas vraiment abordée dans le diaporama, mais qui me semble vraiment importante, c'est que tout ce qui est répression, ça ne fonctionne pas. Alors, je me mets à la place de votre entreprise. Hein. Oui, parce que du coup… Je ne suis pas en train de prendre parti. Je suis en train de prendre parti, mais j'essaye de répondre à votre question. C'est-à-dire que tant que le salarié, tant que la personne ne prend pas réellement conscience des difficultés, et il y a pas, souvent, ce n'est pas que des difficultés professionnelles. Hein. Vous êtes confronté à la difficulté professionnelle, mais il y en a d'autres à côté. Ce sera difficile. Il faut parfois qu'un accident grave, entre guillemets, ou un retrait de permis ou quelque chose comme ça, fasse toucher le fond, hein, parfois aux personnes qui sont vraiment en difficulté avec l'alcool, pour que vraiment il y ait une réelle prise de conscience et qu'il soit vraiment acteur de sa prise en charge au niveau médical. Nous, on propose, excusez-moi, oui, nous, on propose dans notre entreprise de les accompagner avec un contrat qu'on signe et sur le fait où il y aura des contrôles de manière aléatoire pour vérifier s'ils ont consommé de l'alcool avant d'arriver au travail. Et ça leur permet, eux aussi, de se rendre compte des fois, de remettre en évidence leurs difficultés. Parce que comme ils sont dans le déni, le fait que ce soit contrôlé de manière comme ça aléatoire, et ben, ça les fait cheminer tout de même. Alors, sur un plan réglementaire, je ne sais pas. C'est pas du tout. On n'est pas du tout notre objectif n'est pas du tout de les pénaliser. C'est vraiment de leur permettre de cheminer, de les accompagner. C'est une manière de faire prendre conscience, effectivement, et aussi, surtout, d'ouvrir votre porte, je dirais. Oui. En fait, la grande problématique, en fait,
bon, on parle beaucoup de l'alcool, mais il n'y a pas que l'alcool, hein. Je pense aux médicaments, notamment. Enfin, si on faisait une étude dans les entreprises, je pense qu'on s'arracherait les cheveux. La grande problématique, c'est que effectivement, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir être à l'aise avec le sujet. Donc, quelque part, en faisant ça, vous ouvrez aussi votre porte en disant, ben voilà, les contrôles ne sont pas là pour vous sanctionner, mais pour entamer effectivement un accompagnement et puis après passer le relais effectivement à une structure, à la médecine du travail, enfin, peu importe à qui vous passez le relais. Bah, c'est déjà, il faut qu'eux prennent conscience pour avoir envie de se soigner. C'est souvent ça la difficulté, hein. C'est C'est ça. souvent ça le plus grand problème. C'est le plus gros problème. Il y a plusieurs entreprises qui font comme vous, où effectivement, il y a une sorte de contrat, entre guillemets. Et effectivement, parce que c'est vrai que vous avez deux approches des addictions. Vous avez l'approche médicale et prévention, où effectivement, on accompagne donc ici une personne pour tenter qu'elle s'en sorte. Où là, effectivement, vous êtes un relais. Parce que du coup, vous devez renvoyer vers vraiment les professionnels de santé ou les structures qui vont pouvoir les accompagner. Parce que c'est toujours la difficulté entre la part de la sphère privée, jusqu'où vous, en tant qu'employeur, vous pouvez aller, jusqu'où vous avez le droit d'aller. Et après, vous avez l'aspect beaucoup plus pragmatique aussi, et qui répond aussi à une réalité économique de l'entreprise. C'est effectivement le côté sanction, le côté parce qu'il y a des fautes. Je pense qu'effectivement, là, ce sont des choix stratégiques qui vous appartiennent. C'est à vous, effectivement, de voir donc ici dans quelle démarche, quelle démarche vous allez intégrer. Je pense que de toute façon, toutes les situations sont différentes. Ce qui va marcher avec certains ne vont pas marcher avec d'autres. Je pense que Dr Long, vous ne pouvez que conforter ça. Après, ce sont des gestions de situations très individuelles et comme les facteurs peuvent être multiples ou différents suivant le type de substance, voilà, ce qui va fonctionner avec les uns ne fonctionnera pas avec les autres. Vous n'aurez pas la même démarche non plus. Quand là, vous parlez du contrat, s'il s'agit d'une personne ça fait très longtemps qu'il est dans l'entreprise, d'un certain âge, effectivement, il va peut-être, entre guillemets, vous remercier et rentrer dans le jeu. Alors, je caricature, je grossis, mais je pense que, voilà, et alors que si c'est sur une personne, entre guillemets, un peu moins d'ancienneté, bon, à la limite, il ira peut-être voir ailleurs, il sera peut-être plus dans le déni, et vous demandera aussi de quoi vous mêlez. Si je peux me permettre très grossièrement et la caricature pour dire que malheureusement, il y a tout. Voilà, vous pouvez mettre en place des actions, il faut les mettre en place, mais ça n'aboutira pas forcément à une réussite à 100%, parce que l'addiction est vraiment une maladie très compliquée. Alors, je rebondis sur ce que Laurence a dit, parce que ça me paraît être effectivement important à rappeler. Effectivement, l'addiction, c'est une maladie, donc il ne faut pas stigmatiser les gens. Toutes les catégories socio-professionnelles peuvent être concernées. Et puis, je pense que quand vous vous posez des questions par rapport à un de vos salariés où vous avez fortement des doutes, je pense qu'il faut vous référer au triangle de l'addiction que vous a présenté Nathalie, en fait, dans le sens où, effectivement, on commence à devenir dépendant. C'est une rencontre, en fait, entre trois choses, entre vraiment un individu, un produit, évidemment, mais aussi tout un contexte qui fait qu'on est sur du cas par cas. Et c'est ce qui rend effectivement à la fois la mise en place d'actions de prévention difficile, puisque tout le monde ne va pas avoir ni le même produit, ni les mêmes facteurs extérieurs, les mêmes problématiques familiales, etc. Les mêmes soutiens, la même solitude, on peut trouver. Et du coup, effectivement, peut-être dans ces coups de temps-là, vous référez. Ce n'est pas la même chose chez une personne qui a beaucoup d'ancienneté, puis qui, par exemple, suite à un divorce, voit tout partir petit à petit. Là, je pense qu'effectivement, si vous lui tendez la main, il va plus facilement, en tout cas, s'en saisir qu'un jeune qui, finalement, sans s'en rendre compte,
consomment, on est beaucoup sur des pluriconsommations plus chez les jeunes, mais sans penser qu'il peut y avoir de conséquences. D'autres questions? Alors, après, je regardais sur le chat, non. Okay. Après, ça, franchement, sur tous ces sujets, je pense qu'on ne peut que vous inviter vraiment à vous rapprocher des services de santé au travail auxquels vous êtes rattachés. La plupart, en fait, vraiment, pourront vous accompagner soit dans de l'information collective, des mesures collectives, soit effectivement, donc ici, dans la gestion d'une situation donc, personnelle. Docteur Long, on peut éventuellement aussi donner, alors je ne me rappelle plus sur le diapo, vous avez aussi, vous savez, la mallette employeur qui est très intéressante avec des outils. Qui est faite par un service de santé au travail de la région PACA, où effectivement, vous aurez toutes les fiches de constat qui seront accessibles. Ça, elle est très bien faite. Vous tapez vraiment sur n'importe quel moteur de recherche mallette employeur addiction ou même sur le site Addicted. Et là, effectivement, vous allez pouvoir avoir accès à une sorte de mallette qui va vous expliquer la dépendance, qui va effectivement vous donner différents outils comme les fiches de constat, par exemple un trouble isolé, il y a eu vraiment un problème à un moment donné avec une personne, ou alors parce que justement il y a des faits répétés qui vous laissent penser que pour pouvoir avancer le dialogue. Et également qui propose, on va dire, une sorte de gestion aussi du pot en entreprise. Donc, vous pouvez avoir des outils assez intéressants sur cette mallette employeur qui est disponible vraiment directement sur Internet. Je viens d'avoir 2 questions là par le biais du chat. Alors, la première question, elle me semble enfin, les deux sont intéressantes, mais la première question me semble particulièrement intéressante parce qu'elle sort un petit peu des sentiers battus, on va dire. Télétravail, augmentation de l'addiction, pour le moment, on ne sait pas. Enfin, le télétravail, c'est une notion qui est encore relativement récente, surtout dans notre pays. Moi, je pense qu'il doit y avoir un webinaire justement cet après-midi, je crois, sur le télétravail. Donc, je ne sais pas si c'est un thème qui sera abordé dans ce webinaire, mais moi, c'est une question à laquelle je me suis j'ai jamais été confrontée. Effectivement, on ne peut pas contrôler ce que fait un salarié à domicile et j'imagine que quand on place les gens en télétravail, on va plutôt parler d'objectifs à atteindre et pas forcément d'heures. Donc, le contrôler, c'est difficile. Si son objectif est atteint, quelles que soient les conditions, je dirais, je ne sais pas. Là, en matière de réglementation, je ne sais pas, Laurence, s'il existe des textes plus… Excusez-moi, j'étais juste en train de chercher le lien. Donc ici, Addicted avec la mallette employeur pour répondre entre autres à la deuxième question. Je suis navrée. Alors, par rapport… C'est pas grave, c'est bien. Et alors, est-ce que du coup, vous pouvez juste me poser la question? Je suis navrée. En fait, il y a quelqu'un s'interrogeait sur le… Alors, par rapport au télétravail, ça, ok. En fait, comment gérer un salarié à domicile? Moi, je ne sais pas s'il existe des textes récents. Alors, en plus, donc ici, par rapport au télétravail, alors, il y a télétravail et télétravail. Alors, je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a le télétravail que vous avez mis en place au titre notamment du Covid dans le cadre de la gestion d'urgence, où là, effectivement, c'est quelque chose qui est un petit peu moins réglementé, parce que dans la plupart du temps, vous n'avez pas cadré les choses par une charte ou un accord collectif. Voilà. Et après, il y a le côté télétravail mis en place de manière pérenne et qui est justement, donc, lui, beaucoup plus cadré, étant donné que ça doit être mis en place par accord d'entreprise ou à défaut par une charte ou à défaut par un accord avec le salarié.
D'une manière générale, ce qu'il faut se dire, c'est que le télétravail donc, se situe dans le domicile donc, de la personne, donc ça relève de la vie privée. Logiquement, lorsque on fait du télétravail de manière assez pérenne, alors, je ne dis pas forcément totalement, mais en tout cas de manière pérenne, on doit y installer un espace professionnel auquel vous pouvez avoir accès, ne serait-ce que pour contrôler voilà, l'organisation. Donc ici, le côté ergonomie, le côté électrique ou autre. Effectivement, ça y a toujours eu cette possibilité d'accès, mais vous ne pourrez pas effectivement avoir un contrôle en permanence, je veux dire, avec une caméra fixée et du coup, pour voir effectivement comment est-ce que la personne se comporte, c'est-à-dire qu'elle va faire sa pause, elle est chez elle, donc effectivement, il n'y a pas ce principe de non-introduction de boissons alcoolisées qu'on peut retrouver sur le lieu de travail. Et là, ça va être tout de suite beaucoup plus difficile. C'est là où, par contre, ce qui est le plus important, c'est peut-être toujours d'objectiver pourquoi vous vous posez ces questions. Est-ce que, par exemple, par rapport à une personne qui a un profil secrétaire assistante, il y a de plus en plus de fautes d'orthographe, par rapport à une comptable ou un comptable, vous avez justement de plus en plus d'erreurs, donc ici, voilà, de comptabilité. En fait, toujours essayer d'objectiver. La personne est plutôt non réactive alors que son travail nécessite une réactivité sur son temps de travail. Et ce que je veux dire, je pense que là-dessus, il faudra plutôt essayer d'objectiver, mais il n'y aura pas un contrôle au domicile dans le cas d'un télétravail. On est dans le domicile privé quand même s'il y a un espace professionnel, il se limite à quelques mètres carrés dans la maison, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a une interdiction de voir sur le temps et le lieu de travail et que dans le cas du télétravail, le lieu de travail se déplace au domicile. Je vous avouerai que là, je ne me suis pas posé cette question. C'est vrai qu'on ne l'a pas encore eu. Je n'ai pas en tête effectivement de jurisprudence qui me permettrait de dire qu'on a la possibilité de contrôler à domicile. Déjà, pour une question d'organisation pratique, ça me semble compliqué. Ça mériterait effectivement de se poser et de voir jusqu'où on peut aller au motif du télétravail dans le domicile privé. Ouais, du coup, il y a une question qui est arrivée. On se base sur des indicateurs inhabituels, je dirais forcément. Forcément, et la difficulté, effectivement, c'est d'être objectif. Et c'est ça. À domicile, pour le moment, c'est compliqué. On manque de recul, en fait. Oui, on manque beaucoup de recul. Et alors, je vous dis, moi, je n'ai pas connaissance effectivement d'une personne ou d'une jurisprudence où effectivement on aurait sanctionné un salarié parce qu'il aurait bu à son domicile pendant des heures de télétravail. Je n'ai pas connaissance d'une telle jurisprudence, donc je ne peux pas vous dire. L'articulation du Code du travail avec la protection de la vie privée et du domicile privé restera certainement problématique à ce niveau-là. Pardon. Bien sûr, bien sûr. Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça intègre complètement, je pense, les risques psychosociaux aussi qui se développent fortement avec l'isolement lié au télétravail. Je pense, docteur Long. Ah oui, oui, pardon. Oui, effectivement, je pensais que tu allais continuer, Laurence. Oui, effectivement. Hein, et puis, il faut. Alors, c'est difficile d'avoir le même dialogue que lorsque le salarié est présent dans l'entreprise. Mais vous ne pouvez pas dire, voilà, je vous mets en télétravail et puis on se reparle dans une semaine. Non, ça, je pense que c'est important. Quelque part, c'est par le biais de ce dialogue que vous allez construire vous-même des indicateurs, en fait. J'avais une question sur est-ce qu'on avait des protocoles conduite à tenir devant un salarié présentant des troubles du comportement. Alors, nous, on est en train de travailler sur un protocole pour nous à l'usage interne pour nos salariés et éventuellement les personnes qui viennent nous voir à la médecine du travail. C'est un protocole qui n'est pas finalisé. Donc, pour le moment, je n'ai rien à vous faire passer.
Dans Mais l'attente, vous le retrouverez là justement dans la mallette employeur que je vous… voilà, il y a des indications intéressantes. Mm. Et puis rapprochez-vous effectivement voilà, de vos services, donc pour donc AIST 22, donc en cours de finalisation. Et puis effectivement, sur les autres services, ils ont pu mettre en place. La plupart d'entre nous, voilà, on reste toujours sur à peu près le même déroulement, donc il n'y aura pas de grandes modifications. Mais voilà, rapprochez-vous des services de santé auxquels vous êtes rattachés et ils auront certainement des outils à vous mettre à disposition. Moi, j'ai une petite question. Je regardais, j'ai parcouru rapidement le protocole que vous nous avez envoyé. Sur le fait de passer un éthylotest aux salariés, c'est plus c'est plus concentré sur les postes de sécurité, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on entend par poste de sécurité? Par exemple, les conducteurs d'engins dans les entrepôts, les conducteurs de chariots autoportés, les conducteurs de poids lourds, les commerciaux qui sont sur la route. Les commerciaux. Et puis j'ajouterais, du coup, je me permets de faire une petite incursion chez les commerciaux. Hein. Moi, on m'a sollicité à plusieurs reprises pour avoir un peu des conduites à tenir sur justement les commerciaux qui sont sans arrêt sur la route et qui sont sollicités sur leur téléphone portable. Alors moi, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement et qui permet de parler un peu d'autre chose que l'alcool, parce qu'il ne faut pas se bloquer que sur l'alcool quand on parle. Mais effectivement, il y a des postes, ça c'est des postes plus à risque. Je ne dis pas que la secrétaire derrière qui répond au téléphone, ou tout d'un coup qui se met à faire des fautes d'orthographe, c'est pas embêtant. Si oui, c'est embêtant, mais elle met moins en danger les tiers quand même que voilà, c'est pas considéré comme un poste à risque. Les postes à risque, vous nous les déclarez quand vous déclarez vos effectifs. Hein, je pense que vous pouvez vous calquer sur ce que vous nous déclarez, risque chimique. Autorisation de conduite, etc. Ça, c'est effectivement une définition assez juste des postes à risque en matière d'addiction. Ça peut être aussi une personne qui utilise des outils tranchants. Oui, voilà, ou aussi vous pouvez rajouter. Vous avez la possibilité, hein, quand vous faites votre déclaration au service de médecine du travail, de demander une surveillance particulière pour un risque qui ne serait pas cité dans les risques habituels. Par contre, il faut nous l'expliciter. Après, on en tient compte. Hein. C'est vrai qu'on se dit qu'un boucher, par exemple, qui n'est pas forcément des postes à risque tels que définis par les codes R, on se doute bien qu'il utilise des objets tranchants. Vous avez aussi tous les travails en hauteur. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question sur la gestion des addictions dans le cadre de l'insertion sociale. Est-ce que cette personne peut préciser un petit peu ce qu'elle entend? Parce que je ne sais pas si… Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien du coup. Oui. Voilà, la question que je vous pose, c'est tout simplement parce que je suis représentante santé-sécurité au sein d'une entreprise, enfin même de 2 structures. Le cœur de métier, c'est l'insertion sociale. Donc, ça veut dire que moi, j'ai un panel de métiers très vaste. Oui. Je passe par le BTP, tout comme des travaux d'espaces verts, mais aussi tout ce qui est centre de tri déchets, gestion de déchets. Enfin, voilà. J'ai très, très souvent des remontées liées aux addictions. Donc, on est sur du personnel en difficulté, qui sont suivis par des conseillères avec un peu un système de contrat aussi, voilà, un suivi approfondi et tout ça. Ils sont aussi suivis par la médecine du travail. On a tout de même de grosses difficultés à gérer ces addictions-là sur nos sites qui peuvent donner lieu à des malaises, des interventions de secours ou
des accidents. Donc, il y a une grosse propagande qui est faite au sein de l'entreprise avec des affiches, des flyers, enfin voilà. Mais moi, en tant que chargée santé-sécurité, c'est vrai que je me sens un peu démunie sur par quel biais je peux aider ces personnes-là. Enfin, voilà, moi, tout ce qui est documents uniques et tout ça, il n'y a aucun souci. Procédure interne, il n'y a aucun problème. Éthylotest, on en a. Les encadrants sont formés. Enfin, et malgré tout ça, ben, j'ai quand même encore beaucoup de personnes qui sont alcoolisées ou autres sur nos sites. Je pense que vous pourriez tout à fait vous rapprocher de votre service de santé au travail et demander effectivement une intervention sur votre site pour que ce soit déjà fait par une personne extérieure. Ça, je pense que c'est vraiment important. La perception n'est pas la même. On est moins dans la sanction, enfin, on est plus dans l'information. Et effectivement, demander une sensibilisation au risque dans votre entreprise pour que, dans votre entreprise, pour que tout le monde puisse effectivement avoir à peu près une conduite à tenir homogène quand il se trouve face à des personnes effectivement en état d'ébriété avéré ou présentant des troubles du comportement. Ce n'est pas une solution miracle non plus, hein. Il n'y a pas de solution miracle en addictologie là-dessus, il ne faut pas rêver. Mais effectivement, il faut essayer demander une sensibilisation. Je pense que ça peut être intéressant. Après, là aussi, la difficulté qu'il y a donc, autour de ces personnes-là, c'est leur addiction, mais c'est aussi toute la gestion des encadrants sur site. On a beaucoup de nos encadrants qui sont démunis face à des personnes qui deviennent agressives, verbalement, physiquement, dans des états qui peuvent aller, je vous dis, jusqu'au malaise, la perte de connaissance. Enfin, voilà, on est vite démunis. Donc, quand on appelle les pompiers nous disent que si la personne est toujours éveillée, ils n'interviendront pas. Les gendarmes ne viennent pas parce qu'on est sur des sites privés. Enfin, voilà, moi, je me suis retrouvée avec des encadrants agressés et tant qu'ils ne s'étaient pas… Alors, quand vous êtes on n'était pas aidés, quoi. Vous êtes sur des malaises, déjà, ne serait-ce que pour vous couvrir d'un point de vue juridique et que vous ne savez pas bien quoi faire, il ne faut pas hésiter à composer le 15 et à expliquer, à demander à parler à un médecin régulateur et à expliquer votre situation. Alors, ça ne veut absolument pas dire qu'ils se déplaceront ou qu'ils vous enverront quelqu'un, mais en cas de problème d'ordre juridique derrière, votre conversation est enregistrée. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment un point qui me semble vraiment important. Après, vous semblez être quand même sur des cas qui nécessitent une prise en charge médicale. Vous n'avez pas de médecin rattaché à votre structure, parce que des fois, il y a des structures comme ça qui ont un médecin pour un tout petit temps. Un médecin en interne? Oui, enfin… Non, on n'a pas d'infirmière, pas de médecin. On est multisite, on est rattaché déjà à 4 métiers du travail différents puisqu'on est sur toute la Bretagne. Ah oui, d'accord, ouais. Donc, c'est aussi très compliqué au niveau le périmètre de l'entreprise est très, très vaste. Effectivement, si vous avez déjà une infirmière, c'est bien. On n'en a pas. Non. Vous n'en avez pas, pardon, excusez-moi. Ouais. Et par contre, le 15, oui, c'est le premier truc dans la procédure, c'est d'appeler le 15, mais je vous le dis, moi, j'ai eu parce qu'on a du travail de nuit aussi, des encadrants qui appelaient le 15 avec une personne à la limite du malaise, mais ce n'était pas un malaise. Donc, oui, ils ont appelé le 15, mais eux, en tant qu'encadrant, ils ne savaient pas comment gérer la personne. Après, on ne peut pas non plus la ramener chez elle et la laisser dans cet état-là. Et en même temps, c'est hyper litigieux. Ça va être la difficulté, c'est-à-dire qu'effectivement, vous avez en fait, vous, deux catégories de personnes en fait, à protéger. Vous avez les personnes qui en fait, ont le problème de l'addiction, donc là où effectivement, alors j'ai envie de vous dire que malheureusement, voilà, y mettre les moyens, c'est très bien, mais à un moment donné, vous allez forcément
vous allez forcément retrouver la limite du médical, c'est-à-dire qu'effectivement, vous ne pouvez pas forcer donc ici la personne à se soigner. De toute façon, personne ne pourra. Donc, vous aurez cette limite médicale. Et après, vous avez par contre une autre catégorie de population à protéger, donc vos encadrants, où là, donc c'est typiquement une des catégories des risques psychosociaux, c'est justement tout ce qui est violence de la part des collègues. Et donc là où effectivement, vous avez une toute autre action à mener. Vous avez identifié le risque. Et alors, je ne suis pas professionnelle de santé ni préventeur en tant que tel, donc je n'aurai pas plus de solutions que vous. Mais c'est vrai que je pense que tout ce qui est formation à la gestion justement de la colère, aux problématiques médicales, etc., ne pourrait être qu'opportune par rapport à vos encadrants. Alors, ils suivent des formations de gestion de conflits. On a aussi des temps d'échange avec des psychologues qu'on a mis en place avec des associations sur le 35, justement, où on a des professionnels de la santé qui viennent parler aux encadrants. Les encadrants exposent des situations de stress qu'ils ont pu rencontrer dans le cadre du suivi des personnes en insertion. Donc, on a eu un bon retour. Et enfin, voilà, c'est vrai qu'on a toujours envie d'en faire plus pour pouvoir les aider à gérer. Et quand on a un collègue qui est en détresse par rapport à ça, mais que voilà, moi, en tant que RSSI, je leur dis appeler le 15, ils me rayonnaient, quoi. Enfin, ils me disent oui, on n'est pas aidés. Ils se sentent vraiment démunis et complètement. C'est une réalité. Après, c'est bien toute la problématique parce que je pense qu'il y a beaucoup de professionnels, même quand vous vous dites vous appelez le 15, ils nous écoutent, c'est parce qu'il y a beaucoup, la majorité des professionnels de santé, on est démunis face à ce genre de problématique. Malheureusement, c'est simple pour personne. Donc, effectivement, toutes les actions de formation, etc., ont une place vraiment importante. Et puis, effectivement, que votre personnel puisse se décharger un petit peu de toutes les émotions, de toute la peur, le stress auquel ils sont confrontés avec les personnes que vous accueillez. Ça, c'est à maintenir avec un psychologue. Mais on n'a pas de réponse magique, malheureusement. Non, je comprends. Typiquement, dans le triangle que Nathalie visait, vous avez un environnement du coup social déjà compliqué. Oui, c'est l'insertion. C'est toujours important de se rappeler ce triangle. Ça permet d'être moins clivant. Je pense que c'est Je ne sais pas, d'autres questions? On n'a plus beaucoup de temps, mais… Vous nous transmettrez votre présentation? Alors, elle sera mise en ligne sur le site de Présence. Alors, je pense que Madame Carfenton, qui a fait la communication auprès des adhérents ici, ou les autres personnes qui s'en sont occupées pour les autres centres de santé au travail, auront certainement la même démarche, à savoir que vous recevrez certainement un mail avec, on ne connaît pas la date, mais oui, tous les webinaires seront mis en ligne, en fait. Ouais, sur le site de Présence Bretagne. C'est ça. Ouais. Je ne sais pas la date, par contre. D'ici 1 à 2 semaines, le temps de réunir tous les enregistrements de tous les services. Un support écrit, vous aurez les diapos, puisque il n'y aura pas que la conférence sera à la fois sur les échanges qu'on a eus, mais également la présentation du diaporama. Merci à vous aussi. Je termine peut-être par une petite anecdote qui m'a beaucoup fait rire quand Nathalie a parlé de sa dépendance au coca. Moi, j'avais reçu dans le cadre de ma consultation un monsieur qui était chauffeur routier, travailleur de nuit, qui cumulait les facteurs de risque cardiovasculaire et qui me dit
consommer 3 à 4 litres de coca sucré par jour. Alors, j'étais un peu, voyant ces facteurs de risque, j'étais un peu embêtée et je lui ai fait faire un dépistage pour savoir où il en était au niveau diabète et j'avais jamais vu des chiffres aussi élevés de ma vie. Ce qui peut quand même montrer que des produits qu'on ne pense pas forcément, voilà, non, c'est juste une petite anecdote, mais je veux dire, l'addiction, c'est pas que l'alcool, c'est pas que le cannabis, ce sont aussi des comportements. Je pense aux jeux d'argent, aux jeux vidéo, au téléphone portable. Les troubles alimentaires, c'est un petit peu différent, mais ça peut s'en rapprocher sous certains aspects. Voilà, je pense qu'il faut quand même rester attentif à. Alors je ne vous dis pas d'être d'épier ce que font vos salariés, ce ne serait pas bien. Mais de pas être focalisé sur l'alcool. Il y a beaucoup, moi je suis sûre, il y a énormément de salariés qui prennent des médicaments, des anxiolytiques ou des choses comme ça, ou des somnifères, et qui travaillent. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il faut vraiment que ce soit permis par le médecin et qu'ils prennent leur traitement tel qu'il leur a été prescrit, quoi. Voilà, pas être focalisé. C'est vrai que c'est l'alcool qui parle le plus parce que c'est aussi, ça se sent, ça se voit, mais il n'y a pas que l'alcool. Voilà. Merci à tout le monde. Merci à vous et puis bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Merci.